Claude, je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravi d'être là. Merci. Tu es un sujet à toi tout seul, en tout cas ta transition d'une agence, même pas d'une agence média, d'une agence créa, à un cabinet de consulting, mais avant on identifiait ce cabinet de consulting à d'autres activités beaucoup plus chiffrées, on va en parler. Tu as effectivement été président de JWT avant de passer chez Accenture. Tu diriges Accenture Interactive Belgique et France depuis 2 ans et demi, je crois. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est quoi les sensations? Oh, ça se passe bien. C'est drôle que tu parles de sensations parce que j'étais un peu en manque de sensations justement avant. J'ai adoré les années que j'ai passées en agence et dans les différents types d'agences auxquelles j'ai participé, mais j'étais en fait assez frustré de voir que des boîtes comme Starbucks, par exemple, organisaient des compétitions et invitaient McKinsey, BCG et Accenture, pas d'agence de pub, et que ces dernières répondaient avec des propositions de design thinking, partant du principe que l'asset principal de Starbucks, c'était les cafés, les boutiques. Et donc ça me troublait parce que je voyais bien que plus je rencontrais des gens, des CEO, des directeurs marketing, moins ceux-ci avaient des problématiques de publicité. Ils avaient des problématiques de croissance, ils avaient des problématiques de développement. Donc c'est pour ça que je suis passé chez Accenture Interactive. Je gère effectivement la France, la Hollande et le Benelux. Ça se passe bien. Il y a effectivement un choc de culture qui est assez important. C'est la question que j'avais. En fait, c'est la question que j'ai posée à Pascal Delhomme, qui était venu ici il y a 2 ans exactement. Il venait te recruter quelques mois auparavant, et je lui avais dit est-ce que Claude va rester? Parce qu'il y a quand même nous-mêmes Views, imaginez qu'un jour on aurait un partenariat avec Accenture, on ne l'imaginait pas, et maintenant c'est une évidence. Non, mais c'est vrai culture, comment est-ce que tu vis ça? Je le vis mieux que ce qu'on avait prédit quand j'ai annoncé mon départ à la ACC. Ils se sont vraiment foutus de moi, amicalement, mais en me demandant si j'allais m'acheter des costumes gris ou si j'allais m'éclater dans le commissariat aux comptes. En tout cas, aujourd'hui, tu n'as pas le costume gris. Non, toi si, presque. Non, presque. Ouais, mais moi je suis présentateur. Non, oui, il y a un choc des cultures, mais c'est ce que venait chercher Accenture. Accenture est une société qui se développe en incorporant des talents. On développe ce qu'on appelle une culture des cultures. Et oui, je suis toujours là, je suis ravi d'être là. Je crois qu'il faut, pour rentrer chez Accenture, je ne fais pas de promotion, mais amener ce qu'on est finalement. Et quand on vient chercher des talents ou en création ou sur les médias, on ne veut certainement pas aller chercher des consultants qui sont experts de ceci ou de cela. On veut des personnalités. Et c'est pour ça que je m'épanouis bien, parce que je suis au contact de gens extrêmement différents et on est très très complémentaires. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. En tout cas, je sais qu'il y a plein de gens dans le secteur qui voulaient t'entendre, qui veulent savoir comment tu vois les choses. Et effectivement, c'est un mouvement intéressant parce que Accenture, c'est une incroyable success story depuis quelques années. Le shift vers le digital est assez prodigieux, Ouais. En bourse, mais en business. Moi, je suis assez impressionné par les valeurs de simplicité que je vois chez Accenture pour une boîte aussi importante. Toi, maintenant, tu diriges, c'était quoi, tu as multiplié par 10 le nombre de... Oui, on était une centaine sur la zone quand je suis arrivé chez Accenture Interactive. On est maintenant un millier, ouais. On a recruté, on a fait des acquisitions. On a fait l'acquisition d'Altima en France, de Kunzmann en Belgique, de Mobgen aux Pays-Bas. Donc avec cette combinaison, on a une croissance assez forte. Ouais. Alors il y a un mot qui revient souvent chez vous, c'est expérience. Chez nous aussi, chez beaucoup de gens. Vous vous proclamez même agence de l'expérience. Au-delà du buzzword, qu'est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que c'est pour les CMO? Très concrètement. Ouais. Très concrètement, c'est ce que vous expérimentez tous les jours. C'est-à-dire que nous, on a plein d'études qui viennent appuyer ça, mais on constate que les gens ne sont plus fidèles à un produit ou à un service, mais qui sont fidèles à une expérience. Que à 64%, disent les études, en tout cas la nôtre, sur quelques milliers de clients, les gens sont prêts à changer de produit ou de service pour quelque chose qui soit plus pertinent dans leurs attentes. Donc nous, concrètement, ce qu'on définit, ce sont ces expériences pertinentes. C'est plus facile à évoquer comme ça qu'à faire réellement, parce que ça demande beaucoup de transformation. Et on le voit sur le marché. Moi, je suis sensible à Decathlon qui arrête son programme de feed parce qu'il le juge non pertinent.
et qu'ils réinvestissent l'argent économisé, enfin non pertinent, parce que si vous dépensez 120 €, vous allez recevoir un jour un chèque d'1,20 €, ce qui va vous permettre d'acheter une baguette tradition au coin de la rue, même plus un litre d'essence. Donc c'est quand même 120 €, c'est une somme. 1,2 €, c'est moins. Et je suis sensible au fait que, il nous explique qu'ils rentrent dans une stratégie d'Everyday Low Price, qui baissent le prix de référence clé, et surtout qu'ils investissent dans des expériences autour de leur marque pour capter leurs clients sur leur zone de passion. Je suis sensible aussi à Amazon, Amazon Prime notamment, qui est un programme de fidélité. En fait, non, c'est pas un programme de fidélité, c'est un programme qui est payant. Je vais faire comme les Américains, vous faire lever la main pour savoir qui est abonné à Amazon Prime. Amazon va tout à l'heure parler. Nous venons d'accueillir Zach Johnson qui va prendre la parole tout à l'heure. Il vient de Milan directement, donc c'est intéressant. Mais c'est intéressant, le programme est un succès. Il le dira mieux que moi, mais les gens qui souscrivent à ce programme multiplient par 2, par 3 leur chiffre d'affaires. Donc c'est pas un programme de fidélité, en revanche c'est un programme fidélisant. Et c'est une expérience parce qu'ils ont travaillé sur gommer la totalité des pain points qu'on pouvait ressentir à droite ou à gauche chez leurs concurrents. Et Amazon, c'est une source d'inspiration. Moi, j'aime bien citer Thomas Buberl, qui est le patron allemand d'AXA, qui place maintenant Amazon comme benchmark auprès de ses équipes pour 2 raisons. Puisqu'il est là de se comparer aux seuls acteurs de son industrie, même s'il est content d'être probablement le premier des assureurs. Mais surtout, se dit-il, c'était une interview des Échos en juin 2016, il dit s'ils se mettent Amazon à faire de l'assurance, on n'est pas bien, quoi. On est mal, comme on dit chez... C'est bien vu. Chez un retailer. Alors, concrètement, il y a une deuxième, si on essaie de comprendre ce que vous faites, au-delà même de la vision qui est assez claire, il y a une notion, c'est living business, on a appelé comme ça finalement ton intervention. Pourquoi vous parlez de ça? Comme je le disais tout à l'heure, je ne rencontre plus de responsables dans les entreprises qui a un vrai problème technique. Il y en a, il y a plein de pain points, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la croissance. Et nous, on a le sentiment, encore une fois, au travers d'études et de choses que l'on met en place, que seuls les living business, c'est-à-dire des business qui sont très vivants, qui sont tournés vers l'expérience, qui sont tournés sur l'agilité et la réinvention permanente, peuvent garantir une croissance durable. Il y a plein de boîtes qui ont dépensé des big money, on va dire, pour trouver des big ID, sans forcément qu'il y ait beaucoup de ROI. Donc l'enjeu de cela, c'est de living business, et pour devenir un living business, il est important de bien comprendre ce que sont les attentes des consommateurs, d'une part, attentes digitales, qui sont beaucoup influencées par le digital évidemment, et puis de faire pivoter l'entreprise vers des nouvelles zones de croissance. Pour faire ça, il faut de l'argent, et donc c'est le troisième pilier, c'est d'arriver à mieux faire ce que l'on fait aujourd'hui, et donc à dégager des marges, et donc des marges de manœuvre qui permettent de financer ce pivot vers des nouvelles zones de croissance. Et je sais que tu brûles de m'interroger sur le programmatique. Tout à fait, on a peu de temps. C'est par exemple ce qu'on fait sur le programmatique, c'est-à-dire qu'on rentre dans le programmatique parce que c'est de la tech et qu'on est à l'aise en tech, mais surtout on rentre dans le programmatique pour améliorer l'efficacité des dépenses, garantir qu'il n'y ait pas de fraude, améliorer ce business, avoir plus d'efficacité autour du programmatique, dégager des marges de manœuvre et pouvoir investir dans les nouvelles choses. Certaines agences médias très amies disent que vous êtes juge et partie, c'est-à-dire à la fois vous opérez, à la fois vous contrôlez. Qu'est-ce que tu réponds à ça? On est juge ou partie. Aujourd'hui, effectivement, on a, et moi je me présente comme ça parfois devant des acheteurs médias en leur disant oui, on peut gérer une compétition, mais si c'est le cas, on ne l'opérera pas. Et ce qu'on cherche aujourd'hui à faire, c'est plus opérer les compétitions et opérer le média et opérer les budgets digitaux au sens large de nos clients. La partie audit, honnêtement, elle est non significative. Tu vantais notre croissance, c'est quelques millions, et Accenture, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. Donc honnêtement, c'est intéressant de le savoir. Et le marché du programmatique, il est beaucoup plus large que ces quelques millions. Donc c'est bien sur la partie... c'est bien... On a été juge, on sera encore un petit peu juge, mais on veut surtout être partie aujourd'hui. Le problème de la fraude est très important. Adlux, qui est représentant dans la salle, et l'évalue à 19 milliards de dollars, c'est colossal. Alors, on a 30 secondes pour parler de l'avenir de la publicité et de l'avenir d'Accenture. En fait, juste un mot, vers où vous irez en termes de publicité, au-delà du problématique, jusqu'où vous irez, jusqu'à la créa. Il y a quelques temps, vous étiez un peu frileux, et on voit que vous allez loin. Alors, pour finir... Non, on se développe en création. On a fait des acquisitions il y a 2 ans presque de Karmarama en Angleterre. On a acheté The Monkeys, on a acheté Robe.
Rodsco, pardon, on a acheté une agence en Allemagne de 300 personnes la semaine dernière. Donc on avance sur ce sujet-là. On intègre aussi des talents comme on le fait au Brésil. Donc oui, on avance vite sur ce sujet-là pour offrir une prestation end-to-end et de créer des expériences pour nos clients. Ok, on a passé notre temps, j'avais eu beaucoup de questions, mais ça fera certainement une belle interview sur Views, si tu es d'accord. Volontiers. Merci beaucoup Claude, Merci à toi. on en sait bien plus maintenant.